De la journée, nous allons nous intéresser au web et aux différents débouchés que cette plateforme peut offrir. Pour ce faire, nous allons revenir sur des expériences qui ont permis à des comédiens de démarrer sur le net avant de pouvoir fouler les planches d'un théâtre ou l'inverse. Du web aux planches et de la scène au web. C'est la conférence présentée par le service des auteurs et compositeurs dramatiques. Et c'est tout de suite en compagnie d'Anne Branchereau, responsable du service Nouveaux Médias et captation du SACD, c'est juste, et Pierre... C'est juste? J'ai bien prononcé? Et Pierre Cross et Antoine Stumski. À vous la parole. Alors cette table ronde, c'est pour parler des auteurs et du droit d'auteur. Donc brièvement, je vais vous parler de la SACD. Donc c'est la Société des auteurs-compositeurs dramatiques. C'est une société qui gère les droits des auteurs audiovisuels et du spectacle vivant. Et pour parler des droits d'auteur, le plus intéressant, c'est de faire parler des auteurs qui sont membres de la SACD. Donc, la SACD regroupe 55 000 membres. Et c'est par cette société qu'ils perçoivent leurs droits d'auteur. Donc, je suis accompagnée de Pierre Cross et Antoine Stumski. Alors, dites-moi, présentez-vous brièvement votre parcours, qui vous êtes, ce que vous faites. Donc bonsoir, bonjour à tous. Je m'appelle Pierre Cross. Donc moi, je suis un comédien qui fait de l'humour sur le web et qui fait aussi de la scène depuis 3 ans. Voilà, en gros. Et ma caractéristique sur scène, pour en parler, pour que les gens qui en ont entendu parler me reconnaissent, je fais des choses avec un PowerPoint tout le temps sur scène. Voilà. Antoine, vas-y. Moi, j'ai fait le parcours inverse, c'est-à-dire que je suis comédien depuis que j'ai l'âge de 15 ans, j'ai fait énormément de scènes. J'ai un spectacle estampillé One Man Show depuis 3 ans et j'ai rejoint l'année dernière le groupe Golden Moustache et je bosse aussi maintenant avec d'autres groupes comme Studio Bagel et tout ça où je suis scénariste pour eux. Voilà un peu où j'en suis. Alors on va faire cette table ronde en 2 parties. Première partie axée sur la création et deuxième partie on parlera un peu plus précisément des droits d'auteur et comment ils sont rémunérés sur le web. Donc ma première question c'est comment vous en êtes venu à faire des vidéos sur le web? Est-ce que c'est des initiatives personnelles? Est-ce que vous êtes au sein de groupes? Voilà. Comment vous en êtes arrivé là? Je peux répondre en premier là-dessus. En fait, moi, c'était au début, j'ai commencé à faire des vidéos sur le web pour tester des textes que je voulais faire sur scène. Je ne savais pas encore comment me lancer sur scène. J'avais déjà mon concept, etc. en tête, mais je voulais d'abord tester auprès d'un public. Et la manière la plus simple avant de se lancer sur scène, c'était de mettre en ligne toutes les semaines des petites chroniques. Je faisais ça tous les mardis à l'époque et j'en ai fait une trentaine. Et à partir du moment où j'avais une trentaine d'épisodes de 1 minute, j'ai compilé pour faire 5-10 minutes sur scène et j'ai commencé comme ça en fait la scène. En reprenant des choses que je connaissais de mes vidéos, j'ai rassemblé ce qui avait bien marché, donc j'avais testé un peu via une audience. Et après, à côté de ça, j'ai lancé le même concept sur scène. Et toi, Antoine? Et moi, les premières vidéos que j'ai faites, c'était par rapport à mon spectacle, mon One Man Show, justement, où j'avais un personnage qui est un tolard. Et donc, je cherchais à faire la publicité de ce spectacle. Et au lieu de faire une bande-annonce, comme se fait souvent, j'ai voulu mettre l'univers de ce tolard sur le web, c'est-à-dire que c'était ce même personnage, mais avec d'autres aventures qui sont hors du spectacle. Et donc, j'ai commencé à faire des petits sketchs vidéo un peu cinématographiques. Puis comme ça, j'ai découvert un peu comment fonctionnait ce petit milieu. J'ai appris qu'il y a certains horaires auxquels il faut mettre ces vidéos pour qu'elles soient plus vues, choses comme ça. Je vais vous interroger là-dessus. Et je voulais justement, parce que vous parlez du cinéma, de la télévision, et comment vous travaillez vos vidéos sur le web par rapport à un scénario pour la télé ou un scénario pour le cinéma. Donc Antoine, peut-être, qui a travaillé... Oui, parce qu'à côté de ça, j'ai pas dit, mais j'écris des dessins animés en fait, en général pour Canal+. Effectivement, c'est pas le même. En fait, ça s'adresse pas au même public déjà. Le public web est très bizarre. Il est un peu incompréhensible. Même maintenant, j'arrive pas à comprendre comment il fonctionne vraiment. En fait, quand on écrit pour le web, faut penser vraiment. On n'a aucune contrainte. On ne doit pas répondre à un client. On ne doit pas répondre à un style de spectateur. En fait, il faut vraiment faire ce qu'on a envie de voir personnellement. Il faut être très très personnel. C'est tellement large, tout le monde a accès tellement facilement à ça qu'il faut écrire le truc qui nous est le plus... Voilà, qu'est-ce que moi j'ai envie de voir tout de suite. Et il y a cette immédiateté qu'offre Internet qui permet de le faire. Moi, c'est comme ça que je réfléchis. D'accord. Moi, j'ai jamais écrit pour la télé ou le cinéma, donc je ne réponds pas la pas à cette différence question. entre
l'écriture télé, l'écriture web, la spécificité du web? Si, j'ai fait un peu de télé. En plus, j'ai participé à On demande carrière en même temps qu'Antoine d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est un peu différent. Sur le web, on est beaucoup plus libre et du coup, c'est à nous de nous mettre nos propres contraintes, de s'imposer un rythme, une façon d'écrire, un format. Et on peut croire qu'on peut faire tout et n'importe quoi, mais au final, les gens s'habituent à un certain format et ils ont envie de voir des sketchs d'1 minute, 1 minute 30, 2 minutes. Et c'est vrai que quand on fait du 5 minutes pendant toute une période, c'est difficile après de revenir sur un format d'1 minute. Donc, c'est à nous de nous imposer aussi des formats, quoi. En fait, c'est vraiment l'endroit pour créer sa propre plume, son propre style. Je vois, il y a d'autres youtubeurs, peut-être que j'en connais, Solange te parle ou Bonjour Tristesse. C'est vraiment l'exemple de deux personnes qui... Bonjour Tristesse, c'est un rythme très très rapide, très énervé. Solange te parle, c'est quelqu'un qui va être très, très lent, qui met des énormes silences. Ça serait impossible de faire ça ailleurs que sur le web. Et donc, c'est des écritures voilà, qui se pensent... c'est très très personnel et c'est ça qui fait qu'ils trouvent leur public, que ça marche. Vous avez anticipé ma prochaine question sur les limites qu'imposent souvent les diffuseurs et la liberté qu'il y a sur le web. Et du coup, il vous arrive de travailler sur commande, le brain content. Et comment ça se passe dans ces cas-là, par rapport à la liberté à laquelle vous êtes habitué, le fait de travailler sur commande, d'avoir un contenu, un public, un objectif? Est-ce que c'est plus facile ou plus difficile ou... Comment ça se passe? Moi, je trouve que c'est pas très compliqué parce qu'en général, les marques viennent nous voir. En tout cas, pour mon exemple, ils viennent me voir pour faire quelque chose qu'ils ont vu de moi. Ils ont dit voilà, j'ai vu ce type de vidéo, j'aimerais bien que tu refasses quelque chose pour la marque. Donc, ils réinventent pas grand-chose. Ils nous demandent de réadapter un style d'écriture par rapport à leur marque. Après, là où c'est un peu contraignant, c'est sur tout ce qui est loi par rapport aux pubs sur Internet, qui sont un peu moins pénibles qu'en télé, même si j'en ai pas fait en télé, mais ça a l'air un petit peu plus libre. Et voilà, souvent, on propose un texte et on arrive à une version 4, version 5 avant d'avoir tout validé et de pouvoir tourner la vidéo. Oui, non, je vais dire ce qu'il vient de dire. Moi, je fais ça à travers Golden Moustache. C'est vrai que quand Granola demande une pub à Golden Moustache, ils viennent chercher le style d'humour de Golden, parce qu'ils veulent toucher le public qui regarde les sketchs de Golden Moustache, donc ils vont pas trop non plus... Rien ne vous est jamais imposé finalement Si, il y a 2-3 petites choses, parce que ça reste quand même de la pub, mais on n'a pas les contraintes on risque pas de choquer la ménagère, vu que la ménagère ne regarde pas les sketchs YouTube. Et justement, de vos expériences sur le web, est-ce que vous avez dégagé des recettes pour avoir de l'audience? Est-ce qu'il y a des codes du web spécifique? Je pense particulièrement à la théorie de l'enfant bilingue que tu as développée, Pierre. C'est vrai, j'ai une théorie. Qui fait beaucoup rire, a priori. 2 personnes que je connais dans la salle. Voilà. J'ai une théorie sur ça. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on commence sur Internet, on s'impose un format. Comme moi, je disais tout à l'heure, je m'imposais 1 minute tous les mardis avec un concept précis. Et c'est vrai qu'il y a un truc qui se passe, c'est que les gens s'abonnent à une chaîne, en général, et ont du coup envie de regarder ce qu'ils ont vu la semaine précédente ou le mois précédent, parce que chacun a son rythme. Et quand on change de format, on a tout de suite un comportement qui est différent. Les gens ont vraiment pas l'habitude du changement sur Internet. On le voit sur les vidéos, mais aussi dès que Facebook change une version, change un petit truc, les gens critiquent pendant 1 semaine, pendant 1 mois, et puis en fait on s'habitue. Donc sur une chaîne Internet, c'est pareil. Si on veut imposer un format, il faut le faire dès le début en fait. Et si on veut en imposer 2 ou 3, on peut le faire aussi. Et vous avez noté d'autres spécificités par rapport à la constitution d'une audience, le maintien de cette audience? Donc vous dites la régularité, il faut être à peu près toujours sur les mêmes jours. Il faut être très très présent parce qu'il y a un flux maintenant, en plus ça a explosé les chaînes YouTube et il y a vraiment énormément de sketchs par jour qui viennent de tous les horizons, de tous les styles. On apparaît, on disparaît très très vite dans le flux. Et comment vous utilisez les autres réseaux, les réseaux sociaux? Est-ce que vous les utilisez? Et si vous les utilisez, comment vous les utilisez? Je pense à Twitter ou Facebook. Facebook, c'est le premier, c'est le tout premier lien pour partager ce qu'on met en général sur YouTube. Même si maintenant, en plus, il commence à avoir un frittage entre YouTube et le lecteur vidéo Facebook.
Mais oui, non, c'est le passage obligatoire. Facebook, maintenant, c'est la première page publicitaire des vidéos YouTube. Après, il y a tout un système de community manager, qu'on appelle, où on place sur plein de pages différentes les blogs et tout ça. Mais moi, il me semble que pour l'instant, chez les humoristes en tout cas, c'est Facebook qui est le premier lien avec le public. Ouais, il faut essayer de faire des vidéos assez régulièrement. C'est vrai qu'au début, quand on a vu Cyprien ou Norman exploser sur Internet, ils faisaient une vidéo par mois. Bon, maintenant, ils ont toujours ce rythme-là parce qu'ils ont leur communauté. Mais les nouveaux talents qui apparaissent, ou les nouvelles chaînes, un peu comme Golden Moustache ou Studio Bagel, quand ils se sont lancés, c'était du 2-3 vidéos par semaine. Donc le rythme a augmenté parce que le nombre de participants et de créateurs sur Internet a augmenté sur les 3 dernières années, je pense. Et après, Facebook nous sert aussi en plus des vidéos, relayer d'autres infos, des photos, etc., pour garder un lien avec le public en attendant les prochains contenus vidéo qu'ils attendent parce qu'ils sont abonnés pour ça. Mais il faut quand même leur donner quelque chose entre-temps. D'accord. Et comme on est là pour parler des droits d'auteur, je voulais vous poser la question de est-ce que vous avez conscience, quand vous avez commencé à créer, que vous étiez des auteurs, ce qu'impliquait le statut d'auteur? Comment vous avez appris que vous étiez auteur? Est-ce que vous le saviez en commençant que vous étiez des auteurs et que ça impliquait des droits, pas des devoirs forcément, mais des droits? Voilà. Comment vous avez appréhendé ce statut-là? Moi, la première fois que j'ai été reconnu comme auteur à la SACD, c'était en 2005. Mais c'est parce que voilà, c'était avec des scénarios télé et puis où il y avait aussi le théâtre. Donc moi, c'est plus l'inverse. J'étais surpris d'apprendre qu'on était payé sur Internet. Donc je l'ai appris cette année. Mais oui, non, c'est la toute première fois où j'ai déclaré un scénario télé. J'ai appris que j'étais auteur et c'était formidable. Mais effectivement, j'ai mis du temps à comprendre comment fonctionnait être auteur sur YouTube. Est-ce que ça avait une vraie valeur? Pour moi, il y a encore un an, c'était très très flou. Toi, tu connais mieux ça. Ouais, alors moi, juste pour préciser, avant de me lancer uniquement sur la vidéo et sur la scène, je travaillais chez Dailymotion, qui est donc un site de partage vidéo, et on me posait souvent la question. Donc j'avais appelé Anne à la SACD pour demander est-ce qu'il y a vraiment des droits d'auteur sur le web, parce que certains me disaient que oui, mais moi-même je ne savais pas. Et effectivement, il y a des déclarations à faire qui sont longues. non, qui sont pas si longues que ça. Pour moi, c'est très long, mais oui. Mais à côté de ça, en tout cas, moi j'en ai entendu peut-être il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on en a parlé, et c'est vrai que je ne savais pas du tout que ça se faisait, et je ne savais pas non plus ce que ça représentait en termes de revenus. Et puis surtout pour les créateurs qui ne savent même pas encore aujourd'hui, c'est même pas encore grand public qu'on peut gagner de l'argent avec la publicité sur Internet, les droits d'auteur, c'est encore moins connu. Donc moi, je l'ai fait, je me suis inscrit l'an dernier. Oui, c'est un nouveau membre. Donc, en effet, la SACD, comme sur les chaînes de télévision, comme dans les théâtres, perçoit des droits pour les auteurs du web et rémunère ses œuvres. Alors, on a un système de rémunération unique, c'est-à-dire qu'il est proportionnel au nombre de clics. Je vous parle là des œuvres web natives. Parce qu'il y a des œuvres qui sont diffusées en télé, reprises sur le net. Là, on se concentre sur les créations propres au web. Et donc, ça fait 3 ans maintenant qu'on rémunère les auteurs. Donc, s'il y a des auteurs dans la salle, sachez que la première chose à faire, c'est de déclarer son œuvre à la SACD, ce qui peut paraître long et rébarbatif. Mais il suffit de remplir un document en mettant le titre de l'œuvre et le partage de droits pour que la SACD puisse l'identifier. Et après, comme il y a énormément d'œuvres qui sont diffusées sur le web, on a mis en place un système d'attestation, c'est-à-dire que chaque année, via l'espace membre, les auteurs attestent de leurs vidéos, enfin, ils nous mettent l'adresse URL de leur vidéo, le nombre de vues, et à partir de là, la SACD peut les rémunérer proportionnellement au nombre de vues. Alors, à la question combien, on est entre 30 et 50 centimes par 1000 vues. Donc, c'est modeste, mais vu le nombre de vues que certaines vidéos peuvent faire, ça peut devenir une source de revenus assez importante. Et à ce propos, je voulais vous poser la question de les droits d'auteur dans votre
qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est une ressource principale? Est-ce que c'est une ressource complémentaire à la question est-ce qu'on peut vivre du web? Voilà, quelle était votre réalité par rapport parce que sur le web, vous le savez, il y a les partages de recettes. Si on monétise ces vidéos, donc ça c'est directement versé par les plateformes, et il y a également les droits d'auteur. Et il m'intéressait de savoir ce que représentaient les deux ressources, enfin, vous, de votre expérience. Bah moi, mon expérience, c'était sur l'année 2013, où j'avais fait en gros 2 millions de vues sur l'année. Et j'avais pas tout commercialisé parce que sur les premières vidéos que j'avais lancées, je voulais pas mettre de pub pour que les gens la partagent plus facilement. Et donc, les droits d'auteur, j'avais été surpris, mais représentaient à peu près la même chose que ce que j'avais fait en termes de pub, même si j'avais pas tout commercialisé. Donc, ça représente une bonne partie. J'étais agréablement surpris. Moi, j'attends avril pour découvrir ça, parce que je suis arrivé tardivement sur le web, mais oui, je vais faire mes calculs. Mais pour l'instant, j'ai fait 2-3 vidéos cumulées, ça va faire dans les 3 millions de vues, donc je vais faire mon calcul après ce que tu viens de dire. Ouais, voilà. sur le nombre de droits que ça représente. Mais après, si on prend par exemple, je sais pas comment toi tu fonctionnes, mais moi je suis entre guillemets, je viens de temps en temps sur le web, vu que j'ai mes activités aussi à côté sur scène et tout ça, je le fais vraiment plus pour le plaisir que comme un job. Comme ça pourrait être chez, il y a beaucoup. Je connais mieux l'équipe de Golden Moustache que Bagel, mais il y a vraiment une équipe où ils y sont du lundi au samedi et du matin au soir, ils écrivent du sketch, ils sont scénaristes, réalisateurs, et eux, oui, ils gagnent bien, ils gagnent leur vie, c'est leur job à plein temps, ils gagnent leur vie avec ça, quoi. Et la question, c'était qu'est-ce que ça signifie pour vous d'être auteur, d'être reconnu en tant que tel, d'être rémunéré en tant que tel? Parce que quand vous avez plusieurs statuts, donc souvent les auteurs du web, moi quand je les ai rencontrés au tout début, pour leur dire qu'on les rémunérait, ils étaient surpris de ce statut d'être auteur. Je voulais savoir ce que ça représentait pour vous. Est-ce que vous vous définissez en tant que tel ou... En fait, ça a changé parce qu'il y a quelques années, quand il y a encore 3-4 ans, quand on disait je vais écrire un truc pour Internet, les professionnels, les producteurs regardaient ça d'un œil genre c'est un peu, t'es pas un vrai scénariste, t'es pas un vrai auteur, tu fais tes conneries entre potes. Maintenant, vu que les télés investissent, que Golden Moustache c'est M6 qui est derrière, Bagel c'est Canal+, et plein d'autres chaînes sont des groupes quand même assez importants, des grosses structures, en démol, il y a plein de gens qui s'y mettent. C'est regardé vraiment différemment, c'est regardé vraiment comme des foyers de jeunes scénaristes. Donc depuis quelques années, les auteurs du web sont vraiment considérés comme des futurs, des gens en devenir. Donc il y a une sorte de respect, entre guillemets, qui s'est installé, qu'il n'y avait pas il y a encore 5 ans. Ouais. Puis ouais, c'est vrai qu'il y a un truc qui commence à être marquant, c'est que l'écriture, ce qu'on disait tout à l'heure, l'écriture sur le web est différente de l'écriture télé ou de l'écriture cinéma. Et du coup, comme ça reste encore un marché assez fermé c'est une petite centaine d'auteurs sur Internet aujourd'hui, peut-être quelques centaines, mais pas beaucoup plus. Et du coup, c'est vrai que les gens viennent nous voir pour justement écrire sur Internet, comprendre un peu comment ça se passe, parce qu'on y est depuis quelques années maintenant. Et comme il y a plein de gens qui se lancent là depuis 2 rentrées, on a un statut assez particulier qui sont... on est des gens qui comprennent un peu l'écriture du web et qui l'avons vu évoluer depuis 2-3 ans. Donc c'est un statut assez particulier. Oui, il y a une espèce de professionnalisation de l'écriture sur le web. Et d'ailleurs, pour parler de la SACD, donc, on est une société de perception et de répartition de droits, et pas que. On a aussi une direction de l'action culturelle, de la promotion et de l'action culturelle, qui est représentée dans la salle. Et la SACD soutient par plusieurs dispositifs la création sur le web. Donc on a le Fonds Fiction 2.0 qui existe. Alors je vous invite à aller sur le site de la SACD pour voir toutes les modalités. C'est 1 fois par an, vous pouvez déposer vos dossiers. Il y a également la bourse Orange de la Fondation Beaumarchais. Donc voilà, et on a aussi un partenariat qui s'appelle l'Académie SACD YouTube. Où il y a des vidéos qui sont dans un concours et qui sont primées. Et ça, c'est également 1 fois par an. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, attendez juste le micro, il va arriver. 2 secondes. Voilà. Merci. Donc, nous savons que vous êtes rémunéré comme auteur, mais vous êtes comédien également.
Est-ce que vous êtes rémunéré comme comédien sur le web? Oui, oui, les tournages en fait des sketchs web, enfin pour les grands groupes, on va dire, bon, on va dire à chaque fois les mêmes noms, mais Golden Moustache ou Bagel c'est les mêmes, ça devient même exactement les mêmes tournages que les tournages télé. Il y a des intermittents, des cachets comédiens, des costumières, tout ça. On est de plus en plus sur une qualité qui est similaire au tournage télé, donc c'est exactement pareil. Avec des droits voisins ensuite? Alors, la Dami n'est pas présente. Enfin, si. Si, c'est nous. Eh ben oui, mais Bonjour alors, Madame Adami. Du coup, SACD, droit d'auteur, donc pas droit voisin. Je ne saurais pas vous répondre sur cette question-là, parce que moi, le contact que j'ai avec les auteurs, c'est principalement sur les droits d'auteur. Et déjà, j'ai beaucoup de mal à leur faire entendre qu'ils peuvent être rémunérés. Donc les droits voisins, je vous avouerai que... Point d'interrogation. Et si vous-même ne pouvez pas répondre sur ce point... Non, mais c'est intéressant de savoir si les gens qui réellement sont au cœur de ces professions sont au courant et touchent quelque chose. Donc déjà, s'ils touchent des cachets, c'est un grand progrès par rapport à ce qui se passait il y a très peu de temps. Il y a quelqu'un qui veut répondre à la question. Je peux parler devant. Pas de micro, mais je peux parler devant. Vas-y. Alors déjà, je vais juste, par rapport à ce que Antoine dit, faire une petite nuance, c'est qu'on est qualitativement proche de la télévision, mais pas en termes de cachet. Hein. On n'est pas on peut quand même remettre les choses en place en termes de cachet, c'est pas du tout les cachets de la télévision, loin de là, on est même en deçà des minimums syndicaux et légaux. Et donc, il n'y a pas de droit voisin, parce que la plupart des productions web n'ont absolument pas les moyens de rémunérer quoi que ce soit d'autre. Donc globalement, tous les contrats web, en général, on signe et on cède entièrement nos droits. À l'image, etc. Il n'y a absolument aucune... ça n'arrive jamais d'avoir les droits ensuite. Même quand il y a des reproductions DVD ou des diffusions en télévision, en général, c'est terminé, on a signé, on a cédé nos droits sur le web. 90% comme ça que ça se passe. Merci de cette C'est bien ce qui me Aude semblait. Goni-Goubert, donc. Effectivement, on n'a pas les mêmes cachets, mais je voulais pas te le dire. Une autre question? Attendez, juste peut-être avec le micro. Pardon. Juste à côté. Je Là, peux le parler micro. fort aussi. Hein. Oui, mais après je me fais Ah taper oui. sur les doigts parce qu'on Super, il voit était là, sur en fait. la vidéo. Ouais. Vous avez parlé de professionnalisation du métier d'auteur. Comment vous définiriez la différence entre ce que vous écrivez et ce qu'on écrit justement en télé? Puisque les cachets ne sont pas les mêmes, mais en tout cas l'écriture doit être aussi différente. Qu'est-ce qui fait la différence pour vous? Est-ce que c'est le rythme? C'est dans quoi qu'il y a une différence dans l'écriture? Déjà, les formats télé sont quand même déjà plus standardisés, que ce soit sur les programmes courts, les 52 minutes, c'est les formats sitcom, les 26, il y a des codes et donc forcément une manière d'écrire qui est quand même assez précise pour ces formats-là. Le web est beaucoup plus libre. Ça peut être des vidéos qui vont de 1 minute à même une vingtaine. Maintenant, il y a des courts-métrages. Il y a, comme disait Pierre Cross, on se fabrique ses propres règles sur YouTube. On n'est pas du tout dans les schémas des scripts télé. Je ne saurais pas dire c'est très proche du court-métrage pour le coup. Le court-métrage, c'est quelque chose d'artistique, de très personnel. Si son histoire, on décide qu'elle doit être racontée en 8 minutes, il n'y a personne pour nous dire non, elle doit faire 4, elle doit faire 12. Donc c'est à vous de créer votre propre rythme, de voir ce que ça correspond à ce que vous avez en tête. Mais il n'y a pas de... En humour, en télé, je trouve que c'est souvent... il y a un format, que ce soit du programme court ou une sitcom ou une chronique télé. On a trouvé un concept et on va travailler autour de ça, ce qui est un très bon exercice. Et sur Internet, en tout cas pour ma part, j'essaie à chaque fois que je fais une vidéo de sortir un nouveau concept, même si l'écriture se ressemble parfois, mais de me dire sur quoi je pars aujourd'hui. Est-ce que ça va être une vidéo d'1 minute en caméra fixe ou un truc de 3 minutes avec des plans? Là-dessus, c'est vrai qu'Internet, on a la possibilité sur notre chaîne vidéo de se dire aujourd'hui on va tester ce format-là et dans 2 semaines je vais tester un format un peu plus long avec plus de plans, plus de comédiens, etc. Donc c'est un peu moins formaté, je trouve. Après, si vous vous dites tiens, je vais aller sur YouTube et faire le plus de vues possible et plaire au plus de monde, il faut savoir aussi que la majorité des spectateurs qui sont fans de Golden Moustache et Sir Bagel sont des jeunes, même des très jeunes, c'est des adolescents. Ils aiment le rythme, donc si on se dit je vais faire une vidéo pour plaire à ce public-là, il faut apprendre à être drôle et efficace en moins de 3 minutes, parce que c'est un public qui s'ennuie très vite, c'est un public qui zappe
très vite. Donc c'est quelque chose qu'on peut décider de prendre en compte si on veut toucher ce public-là, quoi. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais vous ne pensez pas que ça, c'est, enfin, la liberté de format, etc., elle est liée au côté un petit peu très nouveau d'Internet, et que finalement, il y a de plus en plus de grands groupes qui prennent un peu le pouvoir aussi sur ce que vous faites, et au final, est-ce qu'au bout d'un moment, on ne va pas être imposé à des formats, justement, parce que c'est ça qui marche, parce que c'est ça que les jeunes, justement plus jeunes, qui sont finalement la cible principale en ce moment, aiment, et donc du coup, la course aux vues, au même titre que la course aux spectateurs sur Internet, sur la télé. Je ne sais pas sur le, excuse-moi, mais sur le nombre de youtubeurs qu'il y a, en ceux qui ont commencé avec des podcasts, ceux qui ont fait des groupes, ceux qui sont un truc plus scénarisé, il y a une diversité qui est assez incroyable, des styles extrêmement différents. Et pour les connaître, enfin, on s'est tous déjà croisés au moins une fois, ce ne sont pas des gens qui se laissent, c'est même plutôt des gens, dès qu'on leur impose quelque chose, ça les emmerde très vite et ils disent non, je passe, ça ne m'intéresse pas. Donc non, c'est au contraire, c'est des gens c'est une génération qui s'est créée en disant la télé c'est pas pour moi, je n'aime pas qu'on m'impose des choses, j'ai créé mon public dans ma chambre. Donc oui, effectivement, il y a des groupes qui arrivent, il y a de l'argent qui commence à arriver petit à petit. Effectivement, c'est pas encore les mêmes moyens que la télé, j'étais peut-être un peu optimiste tout à l'heure. Mais ce sont des gens qui ont appris ce métier, qui se sont créés sans avoir un patron sur les épaules ou un client. Donc ils font les choses avec plus de moyens. Ils deviennent effectivement, Norman est devenu un personnage qui fait de la publicité, mais ses vidéos personnelles restent ce qu'il faisait il y a déjà 8 ans. Donc je pense pas que ça... ça répond à la question ou pas? Ah oui, non, on n'est pas d'accord, mais ça répond très bien. On peut discuter après. Une autre question? Aude, vas-y. Tu veux pas venir avec nous sur le scène? shadow. Non, mais parce que... Oui, viens. J'aurais dû te mettre dans la table ronde, Alors, très finalement. rapidement. Donc du coup, il faut meubler là. Pourquoi il n'est pas d'accord, le Elle monsieur? Mais descend ça les m'intéresse. escaliers, on peut faire... Elle va arriver. Elle arrive. Elle est là. Elle est bientôt là. Excusez-moi, mais ça me passionne. Bah, si. Alors, venez seulement, très rapidement. Bravo. Dire un gag. Bonsoir. Bonsoir. Non, pardon, du coup, je ne sais pas qui a posé la question. Ah, bah voilà. Je pense au contraire, en plus, que personne ne peut imposer un format à succès. D'autant plus que ça fait quelques années qu'on a vu émerger le programme court, des vidéos hyper efficaces en 2-3 minutes, pas plus, comme le disait Pierre. Mais on a des contre-exemples, comme justement chez Golden Moustache, ils ont fait, il y a eu un court-métrage, qui est plus qu'un court-métrage, qui s'appelle Le Fantôme de Merde, qui fait 36 minutes, qui a fait 6 millions de vues. Alors que ça fait 36 minutes. C'est-à-dire que sur le papier, tout le monde aurait dit c'est impossible de faire un succès pareil avec un format comme ça. Donc je pense qu'au contraire, on va de plus en plus dévier vers des formats qui sont pas toujours les mêmes et qui sont pas toujours que sur l'efficacité. D'autant plus que, étant jury de ce festival, là, moi, j'ai pu découvrir qu'on va de plus en plus aussi vers le transmédia, vers l'interactivité. Donc je pense que le formatage n'est pas encore de mise. Justement, je rebondis sur le transmédia. La SACD a également investi ce champ et on a créé un contrat Bible transmédia. Donc il est possible de déclarer une œuvre transmédia à la SACD. Donc voilà, on est aussi bien sur le théâtre que sur les nouveaux médias. Encore une dernière question, s'il y en a une. Alors, ça n'a pas l'air d'être le cas. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci. On vous souhaite plein succès dans la suite de vos aventures.